Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce jeudi 9 septembre. Le Parlement européen rappelle à l'ordre sèchement la France sur sa politique envers les Roms. Mais Paris, ce soir, rejette toute inflexion de sa politique d'expulsion. Débat à suivre avec nos trois invités. Et Bernard Tapie devient soudain riche de quelques 200 millions d'euros versés par l'État. L'épilogue de l'arbitrage sur la vente d'Adidas en 1993 soulève une polémique politique. Les enquêteurs de la brigade financière débarquent à l'UMP dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Bettencourt-Woerth, mais le parquet avait pris soin la veille de prévenir de leur arrivée. Bonsoir à tous. La France sous le feu des critiques donc du Parlement européen. La majorité des députés de Strasbourg demande l'arrêt immédiatement des expulsions de Roms, une résolution sans valeur contraignante mais que rejette Paris qui entend poursuivre les reconduites à la frontière. Nora Hamadi. 337-4, it's adopted. C'est un vote rarissime et un rappel à l'ordre pour le gouvernement. Par 337 voix contre 245, le Parlement européen condamne la politique de la France à l'égard des Roms. La résolution adoptée demande la suspension immédiate des expulsions et critique vivement la politique de stigmatisation et de dénigrement des populations roms et tziganes. Pancarte rappelant l'égalité des droits, applaudissements, le vote a été longuement salué par les députés des groupes socialistes, communistes, verts et libéraux, en pointe depuis plusieurs semaines sur ce dossier. Si la résolution du Parlement européen n'est pas contraignante, elle reste politiquement embarrassante pour Paris, déjà largement conspuée par la presse internationale et par les Nations Unies. En visite officielle au même moment en Roumanie, en compagnie de Pierre Lelouch, Éric Besson a refusé de céder aux pressions des eurodéputés. Des députés qui, selon lui, ont cédé à la caricature et à l'instrumentalisation politique et un Parlement européen qui est sorti de ses prérogatives. Le gouvernement refuse donc de se soumettre à un diktat politique puisque la France, explique le ministre de l'Immigration, applique scrupuleusement le droit communautaire et la loi française. Il est donc hors de question de suspendre les reconduites à la frontière. Depuis le 1er janvier 2010, plus de 8300 Roms ont été renvoyés du territoire français. Et Nicolas Sarkozy aura prochainement l'occasion d'évoquer la question des Roms avec Benoît XVI. Aucune date n'est encore fixée, précise ce soir l'Élysée, mais un rendez-vous est bien programmé dans les semaines qui viennent. Le pape avait, on s'en souvient, publiquement rappelé fin août la nécessité d'accueillir, avait-il dit en français, les légitimes diversités humaines. Visite de la police hier au siège de l'UMP dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Bettencourt-Woerth. Le parquet de Nanterre prend soin de parler de transport d'enquêteurs et non de perquisition. Rien de contraignant, l'UMP avait été prévenu la veille et avait pu préparer les documents recherchés. Les policiers de la brigade financière étaient intéressés par la correspondance entre Eric Woerth et Patrice Demestre, mais n'auraient rien appris selon le témoignage du directeur général de l'UMP. Les assurances de Christine Lagarde sur l'absence de privilèges dont aurait bénéficié Bernard Tapie ne font pas taire les critiques. L'homme d'affaires devrait empocher plus de 200 millions d'euros de l'État comme préjudice moral et financier dans la vente d'Adidas. Réaction recueillie cet après-midi au Sénat par Élise Ecardi. C'est un scandale. Je trouve ça scandaleux parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise où on nous demande l'austérité, on nous demande de faire des efforts et puis on continue à enrichir ceux qui sont loin d'en avoir besoin. Affaire largement commentée aujourd'hui chez les sénateurs de gauche. Bernard Tapie toucherait finalement 210 millions d'euros de l'affaire Adidas Crédit Lyonnais. C'est bien plus que les 40 à 50 millions qu'avait annoncé la ministre de l'économie Christine Lagarde lors de la décision du tribunal arbitral en 2008. L'écart de chiffres serait le résultat d'un calcul compliqué, avec la prise en compte des intérêts et de la fiscalité. Certains crient au cadeau du gouvernement, mais pour le rapporteur général de la Commission des finances, la somme n'a rien de choquant en soi. C'est mécanique, c'est l'application de décisions de justice, l'application du droit fiscal. Et si on a cité quelques dizaines de millions à l'époque, c'était dans un certain état du droit. Et en fonction des informations qu'on avait, or la réalité juridique a changé. Mais il n'y a eu aucune espèce d'intervention du gouvernement. 50 millions ou 210 millions, les sommes sont de toute façon gigantesques en cette période de restrictions budgétaires.
Il n'est pas question de nous substituer à la justice, ce n'est pas notre problème. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement ce que le Trésor, le budget va récupérer. La commission des finances du Sénat devrait réclamer rapidement des réponses au ministère de l'économie. La commission de l'Assemblée nationale, elle, va demander à auditionner Christine Lagarde dans les plus brefs délais. Le camouflet infligé hier par la commission des lois a obligé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur à corriger sa copie sur plusieurs amendements contestés, notamment l'extension des peines planchers ou l'aggravation des peines pour les meurtriers de policiers. Un compromis est en vue avec la majorité, y compris les centristes, et le vote d'ailleurs pourrait intervenir en séance dans les instants qui viennent. Mais les sujets de crispation demeurent et s'accumulent même entre l'Élysée et le Sénat qui veut se faire entendre sur le tour de vie sécuritaire, mais aussi sur les retraites et bien sûr la réforme territoriale. Fabrice Cunet. L'attaque est venue de Xavier Bertrand ce matin. Dans un grand quotidien, il critique la volonté d'ouverture du Sénat sur la réforme des retraites. Je suis un homme de dialogue, mais à un moment donné, il faut savoir dire non. Le gouvernement a dû apprécier car depuis quelques semaines, certaines petites phrases de Gérard Larcher agaceraient l'exécutif. Dans une démocratie, il y a le temps de la démocratie du débat, c'est ce qu'on appelle la démocratie sociale, et puis il y a la démocratie politique, c'est le Parlement qui tranchera dans un débat avec le gouvernement sur la réforme qui est nécessaire. Réforme des retraites, loi sécuritaire, collectivité locale, Gérard Larcher ne se prive pas de contredire le gouvernement au risque de débats parfois tendus entre sa majorité sénatoriale et certains ministres. La réforme constitutionnelle a voulu un rééquilibrage. Eh bien, on applique pleinement la réforme constitutionnelle souhaitée par le président. Il faudra que le gouvernement s'y habitue. Alors Gérard Larcher va-t-il trop loin? L'Élysée et Matignon ne cachent pas leur agacement. Les sénateurs de tous bords, eux, apprécient. Je trouve que le président du Sénat est dans son rôle en disant tout ce qu'il dit. Il y a un calcul politique derrière en vue de sa réélection? Je pense pas, je pense que ça fait partie de la grande tradition du Sénat, comme de la tradition de l'Assemblée nationale. Il est normal que le Parlement exprime ses pouvoirs. Calcul politique ou non, Gérard Larcher a progressivement gagné l'oreille des différents groupes avec cette indépendance affichée. Je crois que le président Larcher a d'excellents rapports avec tous les présidents de groupe, qu'ils soient de gauche ou de droite ou du centre. Et je crois qu'il prépare le renouvellement du Sénat l'année prochaine dans de bonnes conditions. Reste que l'attitude de Gérard Larcher n'est pas du goût de l'Élysée qui ne s'en cache plus. Mardi dernier, Nicolas Sarkozy a pris soin de recadrer le président du Sénat au déjeuner de la majorité. Avec nous, Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir Michel Corsior. Vous évoquez le retour de l'hyper-président dans votre chronique des Échos ce matin. On voit effectivement Nicolas Sarkozy en première ligne en ce moment sur le dossier des retraites. Le Sénat se prend-il au jeu de l'hyper-parlement, cher à Jean-François Copé? Alors c'est vrai que vous avez cité plusieurs sujets sur lesquels le Sénat fait entendre sa voix. Il y a plusieurs lectures de toute la manière dont le Sénat monte au créneau. D'abord, j'ai une lecture sur le fond. On le voit avec la discussion sur la loi sur la sécurité, ce qu'on appelle la LOPSI 2, défendue par Brice Hortefeux. C'est vrai que tous les amendements qu'il a présentés hier ont été retoqués. Et aujourd'hui, on a vu qu'un compromis était quasiment bouclé avec les centristes. Alors d'une part, c'est une tradition du Sénat sur ces textes un petit peu sensibles en matière de sécurité, c'était vrai aussi sur des textes en matière d'immigration, de nationalité, que le Sénat aime bien être sur le plan juridique très précis, très tatillon, très minutieux. Très attaché aux libertés publiques, aux libertés individuelles. Là où, sans vouloir être trop caricatural, l'Assemblée a davantage un souci d'affichage politique, le Sénat a davantage un souci juridique. C'est ce point qu'on a entendu. Mais il y a aussi une réalité politique, et c'est pas un hasard si l'accord se fait avec les centristes, c'est que contrairement à l'Assemblée nationale, l'UMP n'est pas majoritaire à elle seule au Sénat, et ça veut dire qu'il faut trouver des compromis. On l'a vu avec les centristes sur la loi sur les collectivités territoriales qui a été votée ici au mois de juillet, et que l'Assemblée est en train de détricoter en reprenant le texte maintenant. Est-ce qu'il y aura également un accord en vue? On le verra dans les semaines qui viennent. On l'a vu sur le texte sur la sécurité, donc à cette seconde réalité, trouver des compromis politiques au sein de la majorité. Et puis il y a une troisième réalité, et là les sénateurs qu'on a entendus ne le cachent pas, c'est que c'est l'an prochain, en 2011, renouvellement du Sénat, et selon toute probabilité, la gauche va progresser, voire devenir majoritaire au Sénat. Or, Gérard Larcher, élu président il y a 3 ans, entend bien de rester. Gérard Larcher, qui est par nature un homme
de dialogue, un homme de consensus, mais il faut aussi qu'il trouve des voies pour se faire élire. Pour cela, il est prêt à heurter l'Élysée, qui a assez peu apprécié, a-t-on dit, ses critiques, notamment sur le projet de réforme des retraites. Alors, ce qu'a dit Gérard Larcher, il a dit qu'il fallait écouter un certain nombre de propositions de François Chérèque, notamment sur les critères d'âge. Là, c'était au-delà de la ligne de conduite défendue par le gouvernement. Donc c'est vrai que ça a agacé, et je crois que dans le huis clos du petit déjeuner de la majorité, Nicolas Sarkozy lui rappelait qu'il aurait été mieux inspiré de se féliciter des bons chiffres du chômage plutôt que de critiquer la ligne du gouvernement en matière des retraites. Bon. Mais Gérard Larcher, faut qu'il fasse le plein des voix à droite, mais il faut aussi qu'il séduise les radicaux de gauche, voire des voix de gauche. Et tout cela a un prix, notamment en termes de sa liberté de parole. Très bien. Et donc ça le dispense éventuellement des éléments de langage qui sont préparés par l'Élysée sur tous les sujets de conflit du moment. En tout cas, ça lui donne une liberté, à lui d'en faire bon usage. Merci Guillaume Tabar. On vous lit chaque matin, désormais dans les Échos, qui présente d'ailleurs un visage renouvelé à partir d'aujourd'hui, avec dans le numéro du jour François Baroin en couverture et en la première page en tous les cas, et de nouvelles rubriques. Merci encore. Bernard Thibault de la CGT n'exclut pas une crise sociale d'ampleur. Dans une interview au Monde publiée cet après-midi, le leader de la CGT affirme que les syndicats n'ont pas l'intention de lâcher sur la réforme des retraites. À suivre, notre débat sur la question Rome. Plusieurs invités, je vous le disais, vont nous rejoindre pour réagir à ce rappel à l'ordre de la France par le Parlement européen. Certaines municipalités confrontées à l'arrivée de Rome se mobilisent pour les insérer. Thomas Raguet nous fait ainsi visiter le village d'accueil d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Il y a bien l'autoroute et la voie ferrée voisine, comme souvent. Mais ici, le camp est devenu village. Des préfabriqués ont remplacé tentes et terrains vagues. Et un gardien surveille les lieux en permanence. À l'intérieur, un espace de vie avec tout le confort moderne. Ça fait combien de temps que vous vivez ici? Bientôt ici, c'est 3 ans. Elle est là, ici. Et avant, vous étiez où? La caravane. Avant, c'est venu les France 2002. Venu les France, c'est premier les caravanes. On est ici. Comme Nadia, 13 familles roms vivent ici. Les 3/4 travaillent, leurs enfants sont scolarisés et tous s'acquittent d'un loyer égal à 20% de leur salaire. Le but, notamment de mettre ces 20% de loyer pour leurs revenus, c'est aussi de manière à ce que le jour où ils intègrent un logement traditionnel de droit commun, de type soit social, soit dans le privé, qu'ils aient déjà en compte par rapport à leur budget cette part-là du logement. Car le but de ce village d'insertion est bien que ces familles s'émancipent. 2 ont déjà accédé à l'habitat classique, une autre est rentrée volontairement en Roumanie. Si le bilan est plutôt positif, peu d'initiatives de ce type existent à ce jour. C'est difficile à monter, il faut, je le dis tout net, le partenariat de l'État et de l'État local que nous avons eu. Ce village ne s'est pas construit contre l'État local. Il s'est construit en partenariat avec la sous-préfecture. Je tiens à le dire dans ce moment un peu troublé. Nous n'avons rien fait d'illégal. Pour autant, il n'y a pas de statut juridique de ce village, de ce lieu de vie, de ce village d'insertion. Alors, nous, on a tendance à dire que ça se rapproche du statut des hébergements sociaux d'urgence. Alors qu'au niveau national, l'heure est aux expulsions, au niveau local, État et collectivités semblent avoir fait le pari de l'insertion. Nos invités, le sénateur UMP Jean Bizet, président de la Commission des Affaires européennes, bonsoir. Et vous étiez à Bruxelles aujourd'hui, vous n'avez pas entendu les mêmes choses qu'à Strasbourg, où les députés, je le rappelais, ont sèchement rappelé à l'ordre la France sur cette question des Roms. Vous allez réagir. Avec nous également Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir. Vous aviez organisé avec d'autres associations ce rassemblement dans toutes les villes de France samedi dernier. Et puis Laurent Baumel, secrétaire national du PS à l'Europe et aux relations internationales. Le PS qui se réjouit ce soir, et bien évidemment votre groupe a voté donc cette résolution à Strasbourg aujourd'hui. Comment est-ce que vous recevez, Jean Bizet, ce vote du Parlement européen qui demande donc une suspension immédiate des renvois de Roms dans leur pays d'origine? C'est pas une énorme surprise puisqu'en fin de compte c'est une déclaration purement politique. Et vous avez fait référence tout à l'heure à l'entrevue que le président Larcher, le président de la Commission de l'économie, Jean-Paul Émorine et moi-même avions avec le président Barroso. Le ton était totalement différent. Il y a une directive, la directive du 29 avril 2004. La France l'a transposée et c'est dans ce cadre-là que les pouvoirs publics
je dirais, effectuent leurs actions. Alors en début de semaine, José Manuel Barroso avait rencontré Nicolas Sarkozy. On avait senti effectivement qu'il n'y avait pas franchement d'opposition entre la Commission et le président et le gouvernement français. Il y aurait, j'emploie conditionnel, une transposition de la directive par un certain nombre d'États membres, voire beaucoup d'États membres, dont la France, qui ne correspondrait pas à l'esprit de la Commission. Eh bien, la Commission des affaires européennes du Sénat, dès la semaine prochaine, va se pencher aux côtés de la Commission des lois sur cette transposition. D'accord. Très bien. Alors, Jean-Pierre Dubois, votre réaction à vous après ce vote à Strasbourg? Écoutez, c'est un vote qui indique la préoccupation du Parlement européen avec une majorité de pratiquement 100 voix d'avance. Je rappelle que le Parlement européen a une majorité conservatrice et donc si c'était une résolution politique, elle aurait été rejetée avec 2/3 des voix du Parlement européen. Elle a été votée par des parlementaires de différentes couleurs politiques, jusqu'à certains parlementaires du PPE d'ailleurs, c'est-à-dire de la droite européenne. Donc il y a une préoccupation qui est large et qui est très simple. Il y a effectivement des directives, il y a aussi une charte des droits fondamentaux, il y a des traités européens. Ces traités interdisent les expulsions collectives. Ils obligent les États à respecter les droits des personnes, à prendre des mesures sur une base individuelle. Ils obligent les États à s'abstenir de toute pratique de nature à encourager des discriminations, à ne pas cibler des personnes sur une base raciale, à ne pas faire de lien entre les minorités et les problèmes de sécurité publique. Alors vous dites que ce n'est pas un vote politique. Est-ce qu'il est politiquement embarrassant pour Paris? Ça, c'est au président de la République de le dire. En revanche, ce qui est très clair, c'est que le Parlement européen, dans des termes très inhabituels, et je le répète, il n'a pas une majorité de gauche, bien loin de là, le Parlement européen, à une très large majorité, considère que la France a violé les traités européens. Laurent Baumel, sur l'impact politique de cette résolution, qui n'est pas contraignante, je le rappelle. Oui, je crois d'ailleurs qu'au-delà de l'aspect juridique des choses qui vient d'être évoqué, moi je lis cette déclaration du Parlement comme une condamnation d'ordre moral, d'abord. C'est d'une certaine manière les dérapages du président de la République, cette mise en scène transière à laquelle nous avons assisté au mois d'août, qui a été finalement condamnée, me semble-t-il, aujourd'hui par le Parlement européen. Non, c'est plus la forme que le fond. Ah non, c'est le fond. Parce que le fond, on peut s'interroger sur d'autres pays qui procèdent à des expulsions massives. On peut penser notamment à l'Allemagne, au Danemark. Et là, manifestement, on n'en parle pas. Pourquoi? Non, mais le sujet n'est pas simplement les expulsions. Le sujet, c'est la théâtralisation qui a été faite au mois d'août, c'est-à-dire voilà, cette déclaration de guerre depuis le perron de l'Élysée, la stigmatisation d'une population tout entière, plus que le fond. La logique des lois d'exception, etc. C'est le fond qui est en cause. Et je crois que c'est ça qui a choqué les parlementaires européens. Sur ce point. Écoutez, il y a une hypocrisie totale sur ce sujet. Bon, je ne veux pas toujours faire référence au sondage, mais sachez que la population française est tout à fait sensible à cette affaire. Le président Barroso a rappelé au cours de l'entretien que nous sommes dans un espace de liberté, de justice et de sécurité. Et il a insisté sur le mot sécurité. Au travers de la Charte des droits fondamentaux, chaque citoyen européen et les citoyens émanant de la Roumanie et de la Bulgarie, depuis le 1er janvier 2007, sont des citoyens européens. Mais pour séjourner et transiter sur tout territoire d'un des 27 États membres, ils doivent respecter un certain nombre de choses, notamment avoir un certain nombre de revenus et avoir une couverture sociale et respecter également les mesures d'ordre public. Donc pour moi, j'estime que les pouvoirs publics sont complètement dans leur rôle. Et vous avez des maires aussi bien de droite comme de gauche qui ont cette attitude. D'accord, on peut citer effectivement François Rebsamen. Mais alors vous citez sénateur maire socialiste de Dijon. Jean Bizet, vous citez les sondages effectivement qui montrent qu'il y aurait une majorité de Français favorables à ces expulsions. Est-ce que vous ne justifiez pas les arguments de M. Baumel qui dit que le chef de l'État a voulu faire de la publicité sur ces expulsions? Je ne vais pas glisser dans ce type de commentaires, mais il est vrai que nos concitoyens ont soif de sécurité. Alors il n'est pas question de stigmatiser, vous ne m'avez pas entendu parler de la terminologie rome, j'ai parlé de citoyens émanant de Roumanie et de Bulgarie, et j'avoue que je suis par contre effectivement choqué de voir que les 20 milliards d'euros qui sont mis à disposition par la Commission européenne sur la période 2007-2013 ne sont pas utilisés, à commencer par la Roumanie elle-même. Donc il y a là un problème
communautaire qui doit être réglée par les 27 États membres. Et je ne suis pas satisfait de voir qu'on stigmatise uniquement la France sur le sujet. Alors, sur ce point, Jean-Pierre Dubois, qu'est-ce que vous répondez? C'est vrai que la Roumanie reçoit beaucoup d'argent de l'Union européenne et malheureusement, les populations roms qui sont stigmatisées dans ces pays, qui vivent dans des ghettos, dans des conditions de misère absolument effroyables, ne profitent pas de cette manne. 3 éléments pour revenir aux faits. D'abord, M. Barroso est quelqu'un qui préside un organe technique de l'Union européenne. Le Parlement européen est élu par les citoyens de l'Union européenne. Du point de vue de la légitimité démocratique, ça fait une petite différence. D'autre part, sur la question de la Roumanie, en effet, il n'y a pas que la France. Le CERD, le comité antidiscrimination de l'ONU, qui a été lui aussi très sévère pour la France, peut-être était-il lui aussi dans une polémique dominée par l'opposition française, je ne sais pas, mais le CERD, qui est composé de représentants de différents pays de l'ONU, a lancé une alerte rapide sur la France, le Danemark, la Roumanie, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie et l'Estonie, si je me rappelle bien. Donc en effet, les Roms sont discriminés dans toute l'Europe. Mais je ne connais pas d'autres chefs d'État qui aient inventé littéralement un problème Rom sur l'insécurité cet été. Car je voudrais rappeler, puisqu'aujourd'hui on annonce la mise en examen d'un gendarme à Mont-Saint-Aignan, qu'il n'y avait pas un seul Rom mis en cause dans les incidents de Mont-Saint-Aignan, pas plus qu'à Grenoble. La question Rom a surgi de l'Élysée pour des raisons qui ont été recherchées. Vous parlez de problèmes de sécurité. Il y a un problème de sécurité dans notre pays. Mais lié aux Roms? Mais je ne veux pas faire d'amalgame, si vous voulez. Mais non, je ne veux pas faire d'amalgame. Mais il est bien évident que les statistiques sont là aussi regardées ou écoutées dans le cadre du débat sur la LOPSI. Les différentes statistiques que le ministre de l'Intérieur nous restitue. Il y a quand même des correspondances, je dirais, chiffrées, troublantes. Il a donné des chiffres assez incroyables sur Paris en donnant sur les Roms, sur une explosion de la délinquance roumaine à Paris. Il a donné des chiffres. Il y a un vrai glissement. C'est la première fois qu'on criminalise a priori une population tout entière. C'est quand même un glissement dans le vocabulaire tout à fait étonnant et de la part du président de la République. Et je veux dire, à partir de là, on peut comprendre que l'image internationale de la France soit profondément incornée dans cette affaire. Et puis il y a une autre chose qui est évidente, on relit le discours de Grenoble, il est entièrement construit sur le balancement immigration-insécurité. C'est-à-dire que c'est ce que M. Le Pen dit depuis 25 ans qui a été la structure même de l'intervention de M. Sarkozy. Donc à un moment donné, il faut assumer ces choses-là. Ou alors il faut dire qu'on s'est trompé de discours et qu'il a lu le mauvais discours, ou alors il faut l'assumer. Et c'est la raison pour laquelle l'ONU, le Conseil de l'Europe, l'ECRI, le Parlement européen, l'Église catholique aussi et d'autres, apparemment sont tout enrôlés dans une réaction politicienne de politique intérieure française. C'est un peu difficile à croire. Je dis sur ce sujet, je me répète, il y a une profonde hypocrisie en la matière. Et la France, à mon avis, ne doit pas être stigmatisée sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de pays qui procèdent également ainsi, mais qui ne sont pas montrés du doigt. Je vous dis, il y a une manipulation sur le sujet. Je crois qu'il y a beaucoup de pays où le président de la République ou le chef du gouvernement va sur le perron de l'Élysée, enfin de ce qui en tient lieu, pour dire je déclare la guerre. Enfin, c'est pas lui qui est allé, c'est Brice Hortefeux, mais au sortir d'une réunion, dire on déclare la guerre aux Roms, ça va pas se passer comme ça, etc. Il y avait quand même une volonté politique d'instrumentaliser le sujet qui a été manifeste au mois d'août. Bon, alors voilà pour l'aspect politique. Maintenant, les solutions. Je vous posais la question à tous sur les fonds de l'Union européenne qui ne profitent pas aux Roms. Et ce sont des sommes colossales. Le sénateur rappelait 20 milliards d'euros, mais ils ne sont pas utilisés. Sur une certaine période, sur plusieurs années. 2007-2013. Si on balayait un peu devant notre porte, déjà. En France, il y a une loi qui n'est pas appliquée, qui concerne non seulement les Roms, mais toutes les populations nomades, qu'elles soient Roms ou non. Cette loi n'est pas appliquée parce qu'une moitié des communes françaises n'appliquent pas la loi sur les terrains d'accueil. Lorsque M. Hortefeux, sur l'ordre de M. Sarkozy, fait casser les caravanes, ce qui veut dire qu'on casse les meubles, qu'on casse même des jouets d'enfants, je l'ai vu personnellement, sans doute pour la sécurité publique. Lorsqu'il fait cela, il dit que les camps sont illégaux. Oui, il y a beaucoup de camps illégaux. Pourquoi ces gens ont-ils des camps illégaux? Parce que dans la moitié des communes de France, ils ne peuvent pas avoir l'espace que la loi leur garantit. Pourquoi est-ce que les préfets ne font pas appliquer la loi par ces communes-là? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que lorsque les communes jouent le jeu de l'application de la loi et de l'intégration, on n'a pas le même type de problème? On peut facilement créer des problèmes ou ne pas en créer. Ce qui crée un problème d'intégration des Roms, c'est d'abord le fait qu'ils ne peuvent pas travailler, qu'ils ne peuvent pas avoir un espace légal, que les enfants ne peuvent pas être scolarisés et que donc ils sont en effet dans des situations de marginalité. Alors on a vu que certaines communes faisaient des efforts, on a vu ce reportage il y a un instant à Aubervilliers. Mais pour vous, est-ce que la libre circulation qui est désormais accordée aux Roms est synonyme de libre installation?
Non, la non, question ce n'est pas possible jusqu'en 2014. Et là aussi, les textes sont très clairs. Non, si vous voulez, il n'y a pas possibilité d'installation. La France a exercé ce droit. Il y a à peu près 150, je dirais, corps de métier où il y a autorisation. Oui. Mais si vous voulez, c'est tout un problème. Il y a de l'éducation, il y a de la formation à la clé. Or, j'estime, si vous voulez, que ce sont d'abord les pays d'origine qui doivent, si vous voulez, être accompagnés au travers de ces sommes qui sont conséquentes. Alors sur ce point, que répondez-vous? Non, mais il ne s'agit pas de nier la nécessité d'avoir des règles. Non, mais de faire peser quand même la responsabilité de la situation sur la Roumanie et la Bulgarie. Il y a deux aspects. On doit avoir un traitement national du problème. Bon, voilà. Et puis, effectivement, il y a des besoins de coordination à l'échelle européenne pour traiter la situation d'une population qui existe et qui a ses propres problèmes. Nous avons le même discours, et ça va de soi, pour tous les pays du monde et pour tous les êtres humains. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des violations graves des droits des Roms, pas seulement en Roumanie, dans beaucoup de pays de l'Est européen. C'est d'ailleurs pour ça, quand on les renvoie en Roumanie, on leur fait quelquefois risquer jusqu'à leur vie. Et il faudrait y regarder à deux fois. J'ai vu encore une mesure qui a d'ailleurs été annulée par un tribunal administratif, parce qu'on ne le dit pas, mais les juges français, eux, ne considèrent pas que la directive est respectée. Il y a eu des annulations encore à Lille la semaine dernière. J'ai vu quelqu'un qui était reconduit à la frontière alors que sa femme allait accoucher 8 jours après, sans doute après examen individuel du dossier, comme dit M. Hortefeux. Donc, il y a effectivement des risques considérables à les renvoyer chez eux. Il faut que les pays d'origine, comme on dit, applique le respect des droits fondamentaux, il faut que les fonds européens soient utilisés, mais quand même, on ne peut pas éternellement se défausser sur ces pays-là, qui sont des pays infiniment plus pauvres que la France. Il semble que la loi française n'arrive même pas à être respectée en France. Donc avant de dire que les Roumains ne respectent pas les lois roumaines, il serait bon que le ministre de l'Intérieur dise à ses amis politiques, parce que ce sont souvent des mairies de la même couleur que lui, de respecter la loi. Parce qu'à un moment donné, c'est l'arrogance française de faire des leçons aux autres, alors que soi-même, on fait des discours sur les droits de l'homme et qui ne passent pas dans les actes. Jean Bizet, est-ce que vous diriez que c'est une population qui pose des problèmes spécifiques quant à son intégration? Oui, interroger les maires, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils trouvent ils sont quand même inquiets. Ils sont inquiets de voir l'attitude de ces populations. Il faut être honnête sur ces questions. Moi, je suis maire également. J'ai des problèmes d'accueil des gens du voyage dans ma commune. Je ne dis pas que c'est simple. Effectivement, il faut trouver des terrains adaptés. Il faut gérer les problèmes. Avec l'environnement, etc. Ça, c'est une chose de le reconnaître. Et effectivement, il y a un arsenal législatif à construire. Il y a des réponses à construire. Autre chose est de stigmatiser de façon abusive et générale cette population, de la criminaliser comme ça a été fait. Je crois que c'est ça l'origine du débat. Dernière question que j'ai envie de vous poser. Lorsque nous mettons à disposition, quelle que soit là encore la couleur du maire, des terrains à disposition de ces populations, souvent elles préfèrent un terrain privé que le terrain mis à disposition par la commune. Dernière question, répondez-moi par oui ou par non. Est-ce qu'il fallait en 2007 faire entrer la Roumanie et la Bulgarie dans l'Union européenne, oui ou non? Oui, moi je le crois. Oui, parce que François Hollande s'est posé la question. Il a dit, c'est pas nous qui l'avons fait. Vous prenez pas position là-dessus? J'ai pas demandé à la Ligue des droits de l'homme pour dire ça. En revanche, dire on ne peut pas faire entrer la Turquie parce que ce sont des musulmans, dire on ne peut pas faire entrer la Roumanie, on n'aurait pas dû la faire entrer parce que ce sont des Roms, ça va nous amener à une Europe ethniquement pure si on continue ce genre de discours. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Ce soir, la question du nouvelobs.com, notre partenaire pour le 19h, la France doit-elle poursuivre l'expulsion des Roms? 28% de oui, 66% de non. Les internautes du Nouvel Obs votent ainsi à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale Pile et Face avec Elisabeth Guigou et Yves Gégaud, un débat sur les retraites. Et puis à 22h sur Public Sénat, bien sûr, le journal présenté par Sonia Mabrouk. Bonsoir. Certains disent c'est sa dernière campagne, pourquoi vous avez toujours ce goût-là? Oui, on a dit ça souvent. Monsieur Le Pen, certains disent que c'est votre dernière campagne. Vous, c'est le dernier round, c'est la dernière campagne. Je me pose souvent la question, Monsieur Le Pen, est-ce que c'est votre dernière élection? J'ai dit, écoutez, je n'en sais rien, j'attendrai que le patron sonne le rappel. Le Pen, le dernier combat, un documentaire de Thomas Raguet. Il a suivi la dernière campagne du chef frontiste. Samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet.
Thank you.